Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Pour accueillir les spectateurs dans les émissions télévisuelles, vous l'avez remarqué, de magnifiques génériques, des paillettes et des lumières partout, puis surtout un langage et des ronds de jambes sans sincérité. Il faut dire que les merdias ont le nez pour jeter de la poudre aux yeux. Ici, dans la France libre, proposée par le CNTFCH, nous avons décidé de vous souhaiter la bienvenue le plus simplement possible, mais dignement au moins. Bonsoir à vous, bienvenue dans la France libre, avec Bruno, avec Philippe, avec Christiane, il y a Jean-Pierre qui va nous prendre en route également. Merci de nous suivre, excellent début de soirée. Bonjour à tous et à toutes. Ah, on va recevoir Jean-Pierre à l'endroit ou à l'envers, sans jeu de mots. Parce que souvent, il intervient avec la tête en bas. Bon, bref. Ah non, c'est bon. On a dans la bonne position du premier coup. Bonjour à Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre, bienvenue à toi dans la France libre. Le rouge est mis, Jean-Pierre. On enregistre. Comment? On enregistre. Ah, pardon. Mais il n'y a pas de mal. Donc, tu prendras la balle au bon, hein, j'en suis sûr. Voilà, donc j'ai deux actualités à présenter. Premièrement, ça concerne toujours l'aspect climatique des choses. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de climat ces derniers temps et du réchauffement climatique, ce fameux réchauffement qu'on ne voit pas venir, hein, jamais. Donc, et non seulement on ne le voit pas venir, mais on est en train de battre des records de froid en cette période spécifique, là, du 28 septembre. Sur toute l'Europe. Donc record de froid là sur toute l'Europe demain. Donc voilà. Donc comment fait-on pour faire confiance à des gens qui se plantent à 180 degrés sur leur prévision? C'est compliqué de faire confiance à ces gens-là. Et puis une info qui est parue chez un confrère qu'on peut citer, c'est Toxin. Le club des enfants perdus, c'est un livre. C'est un livre qui a été choisi parmi un certain nombre d'autres et sélectionné avec 13 autres livres, hein, pour faire partie du jury excusez-moi, je vais essayer de dire ça correctement, du jury du Goncourt des lycéens. Vous savez, c'est le Goncourt, Oui. les Goncours du lycéen. Donc, et effectivement, la journaliste a lu quelques extraits d'un de ces livres, en particulier Le Club des enfants perdus, que je ne saurais pas du tout vous recommander, qui est en fait un tissu de pornographie continue. Donc, trash, qui plus est trash. Donc, la journaliste en a lu quelques extraits, c'est tout à fait convaincant, je dirais. Pour dire, j'ai pas du tout envie que mon enfant de 15, de 16 ans, de 17 ans tombe là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un de ses enfants qui a dénoncé le phénomène à sa propre mère en lui disant, il y a un truc bizarre avec ce livre. Et la mère a pris le livre, elle a regardé, oui, effectivement, c'est plus que bizarre. Elle a porté plainte, enfin voilà. Et donc, ça arrive sur les bureaux des journalistes. Donc aujourd'hui, on peut conclure que la pornographie fait partie de ce qu'on veut instiller aux jeunes. Les choquer, c'est pas nouveau, ça a déjà existé, mais visiblement ça continue, ça croît et ça embellit. Ces gens qui nous gouvernent et qui sont autour d'eux continuent dans leur logique diabolique, je dirais, ou satanique tout simplement, dont la pornographie est un des penchants. Voilà, donc ça suit sa logique. Est-ce qu'on va continuer de laisser faire? Est-ce qu'on va retirer ce livre des 14 présélectionnés pour le concours? L'avenir nous le dira. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci Philippe. Donc moi je vais prendre ta suite en disant d'abord quelque chose concernant tous ceux qui nous écoutent, que ce soit les membres du Conseil national de transition français canal historique ou des personnes qui sont sympathisants ou qui sont intéressés par nous. Bienvenue à tous ceux qui veulent venir dans nos émissions pour expliquer quelque chose qui leur tient à cœur ou pour raconter quelque chose qu'ils ont vécu ou pour expliquer ou donner certaines propositions qui peuvent avoir un lien, un rapport avec la mise en place de la démocratie, avec une nouvelle société, avec un nouveau système, un nouveau paradigme. Donc, venez, vous serez les bienvenus, vous pourrez participer à une émission si vous avez un sujet à développer. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que au niveau actualité, on a vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes de l'Élysée. Alors, quand notre ami Macron parlait d'un pognon de dingue, eh bien, lui, il était le premier à le gaspiller parce que les comptes de l'Élysée ont pratiquement doublé au niveau des dépenses depuis 2 ans. Notamment la réception qui a été donnée, le dîner de gala qui a été donné à Versailles pour recevoir le roi Charles III, qui a coûté plus de 450 000
euros. Et rien que les décorations et fleurs, etc., il y en avait pour 15 000 euros. Plus toutes les réceptions qu'il a fait cette année, qui ont été beaucoup plus importantes que les années d'avant, plus tous les déplacements, les voyages, etc., on arrive à des dépenses qui ont doublé pratiquement. Je crois qu'on est à 21 millions, alors qu'en 2019, on était à 9 millions. Voilà. Donc, apparemment, la crise et l'austérité n'est pas pour tout le monde. Alors, Oui, Christiane. ouais, je voudrais pas être complotiste, comme on dit, mais si on veut mettre la France sous la tutelle de l'Europe, on fait pas mieux que de dépenser à tort et à travers. Donc peut-être c'est pas innocent cette façon de dépenser l'argent. Il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi l'argent envoyé dans des pays étrangers. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dépenses faramineuses. Un pognon de Ça aurait été bien, ça Quoi aurait qu'il été en bien coûte. ordonné, commence par soi-même. Et donc, au niveau du CNTCH, au moment de la transition, on fera un audit. Et tout ça, ça fera partie de l'audit qui va dénoncer et qui va démontrer tous les gaspillages et les dépenses inutiles, et qu'elles soient volontaires ou non, qui plombent la France pour arriver à un déficit actuel un déficit, à une dette théorique de 3100 milliards. Hey. Très bien. Eh ben, on va regarder l'actualité en images quelques instants et puis on se retrouve juste après pour justement commenter cette actualité en images. Il y avait une cancérologue qui était en larmes en disant j'ai jamais vu ça. Une explosion du nombre de cancers. Elle suivait des patients depuis des années qui étaient guéris ou stabilisés. D'un seul coup, après les injections, le cancer repart, flambe. Et surtout, ce qui est du jamais vu, ce qui m'a été confirmé par d'autres cancérologues ou médecins étrangers que j'ai rencontrés récemment, c'est l'explosion simultanée de plusieurs cancers. On peut faire le cancer du sein, de l'utérus ou du foie et d'un autre organe quasiment en même temps. Alors ça c'est déjà vu, mais c'est normalement tout à fait exceptionnel. Là, ça devient beaucoup plus fréquent. Et même on a cité l'exemple d'une personne qui avait un cancer du poumon avec 7 tumeurs différentes. Le chirurgien n'avait jamais vu ça. Et il y avait les caractéristiques cellulaires des cancers étaient différentes d'une tumeur à l'autre. C'est donc plus du jamais vu dans l'histoire de la cancérologie. Donc ça fait très peur parce que il y a peut-être des phénomènes comme ça qui se déclarent pas juste après l'inoculation, mais qui vont continuer d'augmenter. Puis, moi, ce qui me fait aussi très peur, c'est la stérilité. On commence à avoir des rapports de plusieurs pays qui commencent à observer une chute de la fertilité. On voit une chute du nombre de spermatozoïdes chez les garçons, des troubles des règles énormes chez les filles. Et là encore, on nous dit oui, c'est le dérèglement climatique, c'est le stress, ou je sais pas quoi. Non, c'est secondaire aux inoculations. Et ça, c'est grave. Hein. Et on pourrait parler du cancer de la démocratie qui est la politique et le politicien. Et oui, et voilà les retombées qui commencent à arriver de ces faux vaccins qui sont donc le résultat de manipulations et je dirais, d'un certain nombre de laboratoires et de gouvernements complices qui ont fait le plus grand crime contre l'humanité qui a jamais existé depuis que l'humanité existe. Alors nous, on nous qualifié de complotiste, mais la réalité va dépasser la fiction. Alors, ce qu'on découvre surtout, c'est que on est jamais au bout de nos surprises, bien qu'on ait su tout ça. En son temps, on savait très bien que les dangers de la vaccination, on les a su depuis le début, puisque ce n'était pas des vaccins, puisque c'était des expérimentations, et que donc c'était en l'occurrence des crimes contre l'humanité. Il va bien falloir un jour s'en souvenir, officiellement, je veux dire. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut avoir 2, voire 3, peut-être même 4 cancers simultanément. Ah, bravo, quoi. Là, c'est plus une vaccination, là, c'est un assassinat en bonne et due forme, quoi. Avec 4, on est sûr de pas nous rater, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que ces docteurs Frankenstein qui ont pondu ce genre de produit qu'on nous a injecté par la suite, eh bien, est-ce qu'ils étaient au courant déjà des conséquences possibles, à savoir 4 cancers d'un coup? C'est pas sûr. C'est-à-dire que eux-mêmes ne mesurent même pas les effets que ces vaccins peuvent avoir sur tout simplement la génétique. C'est-à-dire que si on n'en meurt pas, si on n'attrape pas 4 cancers d'un coup, on va attraper d'autres choses qui ne seront reportés que sur les générations suivantes. Donc ils ont vraiment ouvert la boîte de Pandore avec cette affaire-là. Donc je ne dis pas ça pour affoler tout le monde, mais je dis ça pour dire que le crime est d'autant plus grand, quoi, qu'il se répercute auprès des générations à venir. Et ça, c'est terrible.
Voilà, donc ce qu'on peut en dire. Et puis surtout, le deuxième point que j'aurais quand même rajouté par rapport à l'intervention de Monsieur Perron et ses étonnements. Je suis étonné de ses étonnements, parce que nous, on savait tout depuis le début, et lui aussi, hein, il l'a dit d'ailleurs, y a-t-il une erreur qui n'est pas commise? En fait, ils n'ont pas commis d'erreur du tout. C'est peut-être ça un peu le seul point sur lequel on va retoquer Monsieur Perron, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que c'était pas des erreurs, qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que c'était quelque chose de volontaire, fait volontairement. Et il ne pouvait pas non plus se disjoindre de cette manipulation, et sachant qu'il n'a pas lui-même mis en garde contre la vaccination, qu'il l'a même encouragé, me semble-t-il. Donc il a fait partie de ce système qui a généré des blessures graves auprès des personnes, et il le savait forcément. Et à un moment donné, il a dit, on n'a pas de chance, j'ai peur, j'ai peur. Bah oui, il aurait fallu dire les choses beaucoup plus tôt, on aurait économisé sûrement des vies, quelques vies. Et puis, il aurait fallu se battre effectivement contre l'OMS, hein, monsieur Perron. C'est pas à nous qu'il faut le dire, hein, c'est à l'OMS. Parce que nous, on n'a aucun point là-dedans. Donc voilà, Ouais. donc à suivre. Je suis pas sûre qu'il ait demandé de se faire vacciner, attention. Mais en tout cas, il a pas fait trop de bruit à ce sujet. Voilà. Alors, on va passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus positif. Je vais demander à Sylvain de nous dévoiler le sujet de ce soir. Waouh, la mission du vendredi juste avant le week-end, et je la prends, il n'y a pas de problème. Ouais, nous allons nous demander comment pourrait fonctionner la vie d'une commune dans la vraie démocratie. Et j'insiste, dans la vraie démocratie, vous allez voir pourquoi. Tout à fait, Sylvain. Et si on parle de vraie démocratie, c'est parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce qui a existé dans la Grèce antique à Athènes, où on avait une véritable démocratie, c'est-à-dire le peuple qui avait le pouvoir. Alors le mot démocratie est toujours galvaudé, on utilise le mot démocratie partout, alors qu'en fait, on n'est pas dans la démocratie, on est dans un système oligarchique. Et comme l'a dit souvent notre ami Yotta Angelaki, il n'y a que deux systèmes possibles au monde, l'oligarchie ou la démocratie. Et donc la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Eh bien, on peut s'imaginer, par rapport à la structure, par rapport au programme qui a été préparé, comme ceux qui nous écoutent le savent, par le Conseil national de transition français Canal Historique, on peut imaginer ce qui se passera dans une structure communale, au niveau donc de la démocratie réelle dans une commune. Alors, comment ça peut se passer et comment ça se passera? Si on se base sur ce qui s'est passé à Athènes, mais réactualisé donc au niveau du 21e siècle, dans une commune, mettons par exemple de 1000 habitants, eh bien, au lieu d'avoir un conseil municipal élu avec un maire qui reste pendant 5 ou 6 ans et qui peut avoir un certain nombre de pouvoirs, eh bien, dans une commune où la démocratie règne, eh bien, on a des citoyens qui peuvent, s'ils le veulent, parce qu'il y en a qui ne voudront pas, qui peuvent participer directement à la vie politique. Et pour cela, ils iront s'inscrire sur une liste de volontaires. Et cette liste de volontaires permettra un tirage au sort. Et ce tirage au sort désignera donc les membres non plus d'un conseil municipal, mais d'une commission municipale. Et cette commission municipale désignera un porte-parole qui sera le maire. Le maire deviendra un porte-parole simple et non plus quelqu'un qui dirige. Et simplement, il devra transmettre au reste de la population les décisions qui seront prises par le peuple. Et ces décisions ne seront pas prises par le conseil ou par la commission municipale, elles seront prises par l'Assemblée des citoyens. Tous ces citoyens qui se seront inscrits sur la liste des volontaires, à période régulière, se réuniront dans le village ou dans la ville pour pouvoir décider de l'évolution et des projets à développer. Et la commission municipale sera chargée de préparer la mise en place de ces projets. Et quand la mise en place sera faite, eh bien, les projets seront décidés définitivement par l'Assemblée du peuple de la commune. En plus de ça, donc, on pourra avoir un canal d'information aussi bien sur Internet que d'une autre façon par rapport à la population qui sera tenue en permanence informée de ce qui se passe au niveau des décisions. Comme cela existe déjà dans certaines communes, notamment en Espagne. Et puis on peut imaginer aussi qu'on aura un guichet unique dans une mairie
et que ce guichet unique permettra à tous les citoyens de la commune de pouvoir faire les démarches administratives pour n'importe quoi, au lieu d'être obligé d'aller courir à droite et à gauche, à la préfecture, que ce soit au niveau social, que ce soit à tout niveau, que tout va se faire depuis ce guichet unique. On peut aussi imaginer que cette commune pourra vivre en autonomie, en autarcie énergétique. C'est-à-dire que les maisons seront équipées d'un certain nombre de techniques qui permettent de fabriquer l'énergie, que ce soit d'énergie solaire ou autre, et puis que la commune elle-même aura une mini-centrale qui permettra de fabriquer aussi de l'énergie d'une manière écologique, et qu'en plus de ça, on aura la possibilité d'avoir, pour les personnes qui le veulent, la possibilité d'accéder à des ronds-points ou des zones communales plantées d'arbres fruitiers ou plantées aussi de jardins potagers qui seront accessibles à tous, ce qui fait que ça permettra aussi d'avoir une autonomie alimentaire, quoi qu'il arrive. Bon, je ne suis pas dans le survivalisme absolument, mais je pense que plutôt que de mettre des cailloux sur les ronds-points, ça peut être intelligent, ça peut être intéressant, comme ça s'est fait déjà dans certaines communes de l'ouest de la France, de pouvoir utiliser tous ces espaces naturels pour tous. Et puis donc, à partir de là, on aura... pardon, excusez-moi. À partir de là, on aura une véritable vie démocratique à l'intérieur de la commune, où les citoyens seront vraiment responsables du développement de leur ville et de tous les projets qui peuvent exister et qui peuvent être mis en place sans être obligés sans arrêt d'en référer à un conseil élu. D'ailleurs, pour être élu à un conseil municipal ou pour être élu maire, dans le système actuel, il faut faire une campagne. Et une campagne, ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Alors que là, ce sera accessible à tous par le biais du tirage au sort. Voilà ce que je voulais dire pour résumer, pour commencer. Et Je donc, suis complètement d'accord avec toi, Bruno, mais par rapport au rond-point, je trouve qu'il faudrait que nous votions démocratiquement, à savoir s'il faut garder ces ronds-points ou si il vaut mieux récupérer nos bonnes vieilles lignes droites d'avant. Démocratiquement. ça sera les décisions du peuple, hein, c'est tout. Oui, oui. Oui, parce qu'en plus, c'est difficile d'accéder à pied au rond-point en question. Hein. C'est ça, j'y pensais. Il va falloir faire des accès. Mais bon, l'idée reste bonne et de toute manière, c'est le principe des communs et des communaux, ce qu'on appelait autrefois, et notamment dans l'ancien régime français, les communaux. Les communaux, c'était les parties communes à chaque village. Il y avait une autorité attribuée au chef de village et il y avait une personne qui savait lire et écrire par village. En principe, c'était comme ça. Et les communaux étaient destinés à tout le monde. Et ça a commencé à glisser lorsque les Romains, ce qu'on appelait les Romains, c'est-à-dire les juges, sont devenus plus puissants que puissants et se sont permis d'acheter les territoires communaux et de dire désormais ce sont les nôtres et plus les vôtres. Donc les villages ont été asséchés, ils ont été soumis à soumission, ce qu'on veut dire, donc à taxes. Et ce qui était autrefois leur propriété est devenu leur location, quoi. Ils ont dû louer ce qu'autrefois ils ne payaient pas. Donc voilà, donc il faut se méfier des glissements. Puis je voulais aussi approcher sur des choses un peu plus en arrière, si je puis dire, de la fondation même de la démocratie. Alors la démocratie, tu l'as tout à fait bien dit. Il y a pas à revenir dessus. Je dis simplement que tu as dit une chose importante sur laquelle il faut revenir. Tu as dit qu'il y avait deux types de gouvernance, soit la démocratie, soit l'oligarchie, et que c'était notre ami Iota qui avait dit tout ça. Alors, je vais aller un peu plus loin, c'est-à-dire que pendant la démocratie, la période connue de la démocratie, les Grecs anciens d'Athènes, notamment, pour parler que d'Athènes, il y avait 150 villes qui étaient raccordées à la démocratie, environ villes ou îles. Eh bien, tout le monde savait à cette époque-là qu'il n'y avait que deux systèmes. Soit on était en démocratie, soit on était dans une oligarchie, alors que ce soit un tyran, que ce soit un empereur, que ce soit un roi, que ce soit ça, c'est l'oligarchie. Et c'était clair dans l'esprit d'absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait la politique d'un côté et l'art de vivre d'un autre côté qui s'appelle la démocratie. Voilà. Donc ça, je voulais insister là-dessus parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a sorti de notre chapeau, c'est quelque chose qui était vécu comme tel, cette dichotomie entre la démocratie et l'oligarchie. C'était une dichotomie et c'était parfaitement clair dans l'esprit des Grecs de l'époque. Oui, Christiane? Oui, ben moi je voudrais dire que ces formes de gouvernance existent déjà dans certaines villes en France.
où les habitants sont consultés et ensuite ils prennent des décisions ensemble. Alors ça marche quelquefois et quelquefois on donne l'illusion de consulter le peuple et ensuite les décisions sont prises de façon autoritaire. J'ai un exemple, par exemple, dans ma commune où il y a eu un bâtiment d'accueil qui a été refait, réhabilité. Et la première municipalité avait bien consulté les habitants, on avait donné des idées, on a dit ce qu'on voulait, et comment on voyait, on envisageait le bâtiment. Il y a eu changement de municipalité, vous savez qu'il y a eu des élections municipales où les maires ils ont été élus avec 23% des électeurs, je crois, hein, quelque chose comme ça. C'était avant tous ces événements de confinement, etc. Et donc, la nouvelle municipalité a fait ce qu'elle voulait. Elle n'a pas tenu compte des désirata. Ils ont fait des bureaux complètement inhumains où les gens se tournent le dos, où ils sont dans des endroits étriqués. L'accueil, c'est devenu un bunker. Rien n'est fait comme nous l'avions imaginé. Il y a une grande salle avec des grosses poutres qui étaient volumineuses. Ils ont remonté le plafond et du coup, la salle s'est étriquée. C'est très angoissant maintenant. Donc, si vous voulez, actuellement, nous sommes dans une illusion de démocratie et donc il est temps que nous prenions, que le peuple réagisse et que le peuple mette en demeure toutes ces personnes d'écouter, de les écouter. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule, on va dire, parce que je trouve qu'il y a de l'abus, ça suffit maintenant. Il faut faire autre Alors, chose. je voulais rajouter à ce que tu dis, Christiane, deux choses. Le fait d'avoir une commune démocratique, ça permet d'avoir du localisme. Le localisme, c'est le contraire de l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'on fait des économies parce qu'on fait tout au niveau local et on a une unité autonome au niveau local. Et en même temps, ça permet par l'intelligence du peuple d'éviter ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des gaspillages ou le fait d'avoir des décisions qui sont totalement contraires à ce que veut la population locale. Donc, dans une commune démocratique, on a à la fois les avantages du localisme qui permet de faire plein d'économies et d'avoir des prix, par exemple, moins chers, parce que si on traite directement sur place avec les agriculteurs, on a des prix beaucoup moins chers. Et chose qui existe déjà dans certaines villes où existent des coopératives qui traitent directement avec les citoyens. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, dans le nord de l'Espagne, en Catalogne, où on a une coopérative agricole qui s'est très très bien développée et qui va même maintenant jusqu'à vendre de l'essence. Et c'est pour ça que, encore pas plus tard qu'hier, j'ai vu du super sans-plomb 95 à 1,28 €. Donc, ce qui fait la différence par rapport à la France. Et en même temps, on a, grâce à l'intelligence collective, on aura des idées qui vont permettre à la commune de mieux se développer et en harmonie avec ce que veut la population. C'est très important tout ce que tu viens de dire, surtout sur l'essence. Ça me paraît majeur parce que l'enjeu, c'est pas tellement effectivement de savoir si on est capable d'en produire ou pas. L'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable d'en produire et de faire en sorte que l'État ne mette pas la main dessus, quoi. En France, c'est plutôt ça. L'enjeu, il est là. On peut produire plein de choses, mais il faut pas produire de tabac, il faut pas produire d'essence, et il faut pas produire de pétrole, il faut rien produire. Rien produire de ce qui est de l'énergie de base ou de la consommation importante qui ramène de l'argent à l'État, sur lequel l'État a gardé une priorité de mainmise et une capacité de taxation. Donc voilà, donc c'est ça qui serait effectivement une nouveauté, mais justement, quand nous serons aux affaires, tout ça va disparaître. Donc ça va devenir vrai aussi en France, qu'on va pouvoir utiliser notre intelligence locale pour trouver par exemple des solutions de chauffage, des solutions d'arrosage, qui soient pensées par des ingénieurs locaux ou pas locaux d'ailleurs, mais dont on pourra délivrer la créativité, l'intelligence, et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, tous ces gens qui ont des bonnes idées, et ces bonnes idées sont mises sous le boisseau. Parce que l'État met le veto derrière tout ça. Évidemment, parce que au-dessus de l'État, il y a les grands oligarques qui ont leurs intérêts financiers à ce que les choses ne changent pas. Voilà, donc on fera changer les choses, évidemment. Et le citoyen qui aura la chance, qui aura voulu
choisir de s'inscrire sur une liste de volontaires, eh bien, il aura la fierté de pouvoir participer aux assemblées citoyennes et de participer au vote des décisions qui seront toujours votées à un minimum de 67% et non pas seulement à 51%. Ce qui fait que le citoyen prendra vraiment conscience qu'il est citoyen et qu'il participe réellement à la vie démocratique de sa cité ou de son village. Alors ça renvoie vers la mobilisation, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de convaincre tout le monde, chaque personne a le devoir moral, on va dire, de s'occuper de la vie de sa cité, bien on n'aura pas gagné la partie. Hein. Il va falloir que les gens prennent conscience de l'implication qu'il va falloir mettre. Aujourd'hui, la seule comparaison que je vois avec l'exercice démocratique qui soit la plus pertinente, je dirais, c'est les assemblées générales de copropriétaires, si vous voulez. On a affaire à des gens qui prennent des décisions ensemble, à main levée, alors avec des pourcentages divers et variés. Mais il faut qu'il y ait un quorum, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient là, sinon ça marche pas. Enfin, il y a quand même des conditions pour lesquelles ça peut ne pas marcher, même s'il y a 2, 3 personnes qui sont d'accord. Pour éviter justement les collusions, pour éviter les phénomènes de passage en force en quelque sorte. Hein. Voilà. Tandis que là, à partir du moment où on va mettre en place les listes de volontaires, bon, bah, au départ, il y a un certain nombre de gens qui vont pas oser, qui vont dire moi la politique, etc. Puis quand ils vont s'apercevoir que ça fonctionne bien, bah, comme par hasard, les listes de volontaires vont augmenter de plus en plus. Peut-être qu'un jour, on arrivera à ce que toute la population participe. Parce que les gens prendront conscience qu'on leur a menti pendant 200 ans en leur faisant croire que le peuple ne pouvait pas se gouverner lui-même. Exactement. Donc ça, c'est la grande découverte à faire sur nous-mêmes, individuellement et collectivement d'ailleurs, sur ce que nous sommes capables de faire quand on fait travailler l'intelligence collective. On l'a souvent dit à cette antenne, c'est une expérience qu'on a eu le bonheur de faire. Je dis bien le bonheur parce qu'on s'est rendu compte que l'intelligence collective, ça marche. Et ça marche plutôt bien au niveau de l'habitat. On avait fait des choses extraordinaires. Enfin, il y a des projections possibles, des créations possibles, voilà, des agréments possibles qui vont faire que l'habitat coûtera moins cher, qu'il y aura plein d'autres solutions, quoi. On pourra vivre à la campagne, que on aura moins besoin de voitures, que bon, il y a tout un tas de choses, de pistes à creuser, qui pour l'instant ne sont pas du tout à l'ordre du jour parce que ces messieurs n'ont pas fini de pomper l'argent qu'on a dans les poches. Soit au travers des taxes de l'essence, comment elle s'appelle, la TSPPS, je sais plus comment elle s'appelle, cette taxe, et soit au travers d'autres taxes, évidemment. Donc, il faut arrêter de se faire taxer au sommet, sachant que l'argent qui part au sommet, il redescend pas en plus fin en bas, hein, jamais. Hein. Il est bloqué au sommet pour d'autres actions qui concernent ces messieurs, par exemple l'invitation du roi Charles III, ça doit en faire partie. Recevoir le roi Charles III, ben, c'est avec votre argent, mais par contre, le roi Charles III, il est pas venu vous serrer la main, hein, que je sache. Ben voilà. Donc cet argent, il est réattribué pour des grands travaux, mais nous, pendant ce temps-là, ben, on rame, comme on dit. On rame. Alors que si on faisait plus de localisme, effectivement, comme on a la chance en France d'avoir un pays très équilibré au niveau climat, au niveau de la qualité des terrains, on peut faire de l'agriculture, on devrait reprendre l'agriculture à son juste niveau, réguler cette agriculture, de faire en sorte qu'elle couvre les besoins des Français dans un premier temps, et pas qu'elle parte au Chili, et pas que les productions partent au Chili ou en Russie ou en Inde. Voilà, et que nous allions acheter justement à l'étranger d'autres fruits et légumes qui nous reviennent en France ionisés à Rungis, et donc ayant perdu 90% de leur valeur nutritive. Ça, on n'en veut pas, on n'en veut plus, et ça n'aura pas lieu. Alors Philippe, moi je voulais aussi dire une dernière chose, c'est que les gens qui nous écoutent peuvent dire, peuvent penser, oui, tout ça c'est utopique, c'est difficile à réaliser, mais pas du tout. Ça coûte pas d'argent, hein, de changer complètement le système à ce niveau-là, au niveau démocratique local. Au contraire, ça en fait économiser. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le localisme et l'intelligence collective va nous faire économiser beaucoup d'argent et on vivra beaucoup mieux. Et avant de conclure, nous allons demander à Jean-Pierre s'il veut bien se livrer à un petit exercice verbal. Jean-Pierre. Nous ne t'entendons pas, tu n'as pas enclenché ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Fort bien. Alors, j'ai noté juste avant que je l'entende le mot oser. Oser être soi-même, oser participer, oser se considérer comme étant au bon endroit et au bon moment. Oser se considérer comme capable de changer ne serait-ce qu'un tout petit iota de la situation, d'apporter son bonheur de contribuer à
améliorer une situation, même si c'est peu, oser. Voilà, c'est le mot que j'en ai noté beaucoup. Et c'est le mot qui m'a le plus touché aujourd'hui. Merci. Merci à toi Jean-Pierre. Les beaux jours commencent à partir du moment où on l'a décidé. Et avec le week-end qui arrive, vous allez pouvoir briller pendant 48 heures si vous l'avez décidé seulement. Merci Bruno, merci Christiane, merci Jean-Pierre, merci Philippe. Excellente fin de semaine, excellent week-end. On aura le plaisir de vous retrouver avec le Conseil national de transition français, Canal historique, à partir de lundi, juste après le week-end. Excellente soirée, au revoir.